Alors, bienvenue dans cette cinquième saison entre sorcières. Je suis tellement heureuse. Qui m'aurait dit à l'époque qu'on allait avoir une cinquième saison? Farah, je suis hyper heureuse d'ouvrir cette saison avec toi. Merci d'être là de Tahiti. Farah va nous raconter son histoire. Et si c'est la première fois pour toi que tu viens dans ce podcast de Entre sorcières, commente, like. Et puis si tu es une ancienne, un ancien, évidemment, je t'invite aussi à partager. Bienvenue dans cette cinquième saison qui s'annonce une activation encore une fois de cœur, de partage, d'amour, en fait, d'être ensemble autour du feu, à chacun et chacune de raconter son histoire pour activer la nôtre. Donc merci Farah d'être là. Quelle Mm. sorcière es-tu, Farah? Merci à toi de m'avoir invitée et je suis tellement ravie, je sens une énergie de feu là, je sens un cercle qui nous entoure. Waouh, je suis juste émerveillée de cet échange déjà avant qu'il ne commence. Alors, j'ai envie de te dire, je suis cette sorcière de l'Orient, Hmm. de par mes origines. Et au fait, je crée le vivant de ce qui n'en est plus. Donc, je pense que mon histoire est simple, elle est entremêlée, elle est mêlée. Il y a un mélange un peu de rêve, de réalité qui serait de manifestation hyper puissante et de cheminement avec des embûches, un peu comme tout le monde, mais avec de très beaux, très belles réussites et de très beaux accomplissements. Une sorcière de l'Orient. Donc l'histoire commence là-bas. Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis d'origine algérienne. Je suis née et grandie là-bas. Et voilà. Et puis, je me suis envolée juste après avoir rencontré mon mari vers d'autres lieux. Et donc, ouais, donc ça a été une aventure folle, mais j'ai toujours ce retour aux sources un peu qui me rappelle qui je suis, d'où je viens, et surtout, je pense, ma puissance aussi, cette puissance que j'ai en moi et qui me vient j'ai l'impression de mes lignées. J'ai toujours vu ma grand-mère paternelle tellement un peu comme moi dans on va dire, cette énergie de feu qui ne s'arrête jamais. Et d'ailleurs, j'ai pris beaucoup d'elle, ce côté un peu vata, tu sais, je sais pas, dans le yoga, si tu sais un peu le côté hyper, hyper pas sanguin, mais très énergique. Et je l'ai toujours vue comme ça, sur tous les fronts, faire plein de choses. Elle a vécu d'ailleurs jusqu'à l'âge de 107 ans. Elle a été juste incroyable, même si vers la fin, c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup connue peut-être les 20 dernières années, parce que voilà, nos chemins se sont un peu séparés. Mais dans mes souvenirs les plus vieux, enfin les plus anciens, elle a toujours été énergique. Le feu, voilà, elle avait, tu sais, des espèces de tatouages en plus un petit peu ethniques et qui révélaient un peu cette puissance. Mais elle avait une aura, elle était énergique. Après, elle n'était pas forcément la plus gentille, hein, c'était pas, mais c'était surtout la plus en feu, quoi. Que ce soit de la famille ou de mon entourage. Et elle avait cette capacité. Et je me rappelle qu'elle se soignait toute seule, elle n'était jamais malade. Jamais. D'ailleurs, elle a vécu jusqu'à 107 ans. Et je pense aussi que c'est dans mon sang un peu, parce qu'aujourd'hui, voilà, pour juste peut-être me présenter, moi je suis coach en nutrition holistique et j'accompagne dans le domaine de la nutrition, donc de l'alimentation. Et au fait, j'ai l'impression, quand je me suis reconvertie, que je me suis mise dans ce milieu-là, très vite, dans les premières années, je me suis souvenue de ma grand-mère, de ses recettes magiques et de sa façon de prendre soin d'elle. Et c'était juste incroyable. Tu sais, il y avait des choses qu'elle faisait que je comprenais pas. Qu'elle faisait sécher, tu sais, sur un fil.
toi qui es naturopathe, en plus c'est ton domaine. Elle faisait sécher, tu sais, le pelage de la grenade. Elle faisait sécher des herbes du jardin, mais c'était incroyable. Et puis après, elle les faisait bouillir. Elle mangeait de l'ail cru, de l'oignon cru, tu sais, du thym, du romarin cru comme ça. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre à l'époque. Enfin, tu sais, en tant qu'enfant, tu te dis waouh, mais c'est une vraie sorcière. Mais c'est ce que, mais on l'appelait comme ça. Tu sais, on l'appelait comme ça avec ma sœur et avec mes deux sœurs, et on était tout le temps fascinés. On voulait tout le temps lui tendre des pièges parce que vraiment pour nous, c'était la sorcière qui faisait tellement de potions magiques. Et elle avait toujours ses bouillons rouges, tu sais, parce que elle faisait bouillir, par exemple, la peau de grenade. Elle faisait bouillir tellement de choses un peu foncées que ça avait toujours l'air d'une potion, si c'est et avec le temps, les premières années, j'ai tout de suite compris qu'il y avait une connexion justement avec ce passé, avec cette grand-mère qui était enfin, dans le health, un peu dans le healthy lifestyle finalement à son époque déjà, et qui s'est maintenue, et ça s'est prouvé parce que jusqu'à 107 ans, elle voyageait encore jusqu'à 107 ans, elle prenait encore l'avion, et elle a toujours été, tu sais, avec plein de petites choses qu'elle rangeait. Voilà, elle a toujours été hyper ordonnée, organisée. Elle savait toujours compter, tu vois, elle était vraiment, avec l'argent, ça rigolait pas. C'était billet par billet, c'était incroyable. Et pourquoi ce souvenir-là? C'est parce que on oublie souvent, en fait, on oublie souvent. Non, on se rend pas compte quand on est jeune qu'on a plein de pouvoirs qui nous viennent justement de ces générations anciennes. Et c'est avec le temps, moi, je pense avec mon parcours de vie, reconversion et ma reconnexion à moi et au divin et au plus grand, que j'ai compris maintenant plein de choses dans mon passé, dans ma famille, dans les générations les anciennes générations de ma famille, de ma lignée. Et c'est puissant. Maintenant, j'ai plus, on va dire, ce regard un peu jugeant, voilà, un peu dans le jugement. J'ai plutôt un regard hyper bienveillant et surtout beaucoup observateur pour comprendre euh, qui je suis, tu vois, et pour en tirer le meilleur, surtout, je pense. J'adore parce que on a dit avant cet épisode que c'était un épisode de lignées. Donc on a ressenti quand même la présence des lignées autour de nous et Oui. que tu commences en racontant d'où tu viens. Et je trouve ça extraordinaire parce que souvent on va focuser sur OK, qu'est-ce que je fais dans la vie? Non, on va d'abord se demander qui je suis et d'où je viens. Donc merci de mettre ça en perspective. Et là, je vais aller sur ta reconversion en fait. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être coach en nutrition? Alors avant, moi j'ai été dans le RH, j'ai été dans l'administration parce que je suis diplômée en droit. Donc à la base, mon rêve c'était de devenir avocate. Donc j'ai fait toutes les jusqu'à la fin et il me manquait juste l'examen pour après. C'était le dernier examen que j'avais pas fait. Et au fait, le dernier examen, je l'avais pas passé. C'est là où j'avais rencontré justement mon mari, qu'on a commencé à voyager parce il travaille dans l'hôtellerie. Et c'est drôle parce que j'ai toujours été voilà, un petit peu tout ce qui est. J'ai été dans les administrations. Après, je me suis retrouvée dans les ressources humaines, le recrutement, dans des grandes multinationales. Et après, j'ai commencé à voyager avec mon mari. Donc, j'avais des propositions. Et après, il y a eu ma fille. Donc, j'avais des propositions. J'ai pas eu le temps finalement de peut-être continuer là où on a été, parce on a beaucoup voyagé de par son métier. Et là, au fait, ma fille arrive au monde il y a le bonheur qu'elle soit là, il y a une immense joie, vraiment un bouleversement dans le bon sens. Et puis après, il y a quelque chose qui arrive avec voilà, d'inattendu, c'est la maladie. Donc voilà, Léa, elle est épileptique et puis ça a été les premières années de sa vie, elle l'a été. Et donc je pense que à partir de là déjà, je me suis consacrée qu'à elle. Donc c'était hors de question. J'avais quitté le travail là où j'étais et puis c'était vraiment
C'était examen, médecin, contrôle médical, c'était des déplacements parce que comme on n'était pas en France, il fallait rentrer en France voilà, tous les mois presque ou tous les 2 mois pour avoir les contrôles, les traitements, parce qu'il n'y avait pas tous les traitements là où on était. Et, euh, et donc, c'était un long parcours. C'était ce parcours-là, un peu médical, voilà, de soins et puis de recherche, parce qu'au début, on cherche c'est quoi, comment y remédier et c'est quoi le bon traitement, c'est quoi, voilà, vraiment, c'est ça, la solution. Et je ne sais pas comment je me suis retrouvée à vouloir, voilà, je cherchais beaucoup. À ce moment-là, quand il y avait ça, c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser énormément à tout ce qui était alimentation. Donc, j'étais vraiment très à cheval sur tout ce qu'elle mange. Déjà, je l'étais un peu avant. Je sais pas pour toi, Laurence, mais déjà, dès qu'on a un enfant, on commence à, tu vois, à remettre tout dans l'ordre. Il n'y a plus de pizza à minuit, il n'y a plus de, Moi, tu j'ai vois. même des photos avec ma première fille dans un restaurant cru, bio, vegan, et elle est là avec ses smoothies. Et en fait, Oui, aujourd'hui, quand on prend au petit déjeuner, tout le monde ce smoothie bowl, je me dis, bah oui, mais ça fait 10 ans en fait que j'insuffle, tu vois, cette alimentation. oui, c'est clair. Pour moi, bah, tout commence par le corps, quoi. Donc voilà, donc j'entends que à travers la maladie, tu as fait des recherches et que tu as eu envie, en fait, de contribuer finalement à son bien-être, quoi. Oui, tout à fait. Déjà, j'étais dans cette démarche dès que j'ai eu mon enfant, en fait, dès que j'ai eu ma première, je faisais déjà très attention à ce qu'on mangeait, alors que nous, on était bons vivants, en fait, en jeune couple, tu vois, on pouvait manger à 11 heures de par son travail, parce que mon mari travaillait dans l'hôtellerie, donc il n'a pas forcément d'horaire, donc on pouvait manger à minuit, comme on pouvait manger voilà, à 8 heures, c'était vraiment pas d'horaire. Et là, dès qu'elle est arrivée dans notre vie, ben, c'était plus structure. Moi, j'ai toujours été dans l'alimentation saine aussi, parce que je suis méditerranéenne et en Méditerranée, ben, on mange méditerranéen. Donc, c'est beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et énormément de produits bruts, beaucoup de poissons. Donc, ça a toujours été mon éducation alimentaire. Et là, j'étais encore plus à cheval sur ça quand elle est arrivée au monde, parce que voilà, il fallait lui donner le meilleur. Et au moment où il y a eu justement la maladie, ben là, c'était complètement différent. Là, voilà, ton monde, il est transformé, tu sais plus quoi faire. Et au fait, tu cherches à t'accrocher à des choses. Donc, j'ai fait des recherches, j'étais vraiment tout ce qui est bio, je faisais attention à tout ce qu'on mangeait encore plus. Après, c'est devenu enfin, beaucoup plus contrôlant. J'étais vraiment dans le contrôle à fond. Donc ça, c'était pas forcément non plus, mais c'était la part à prendre aussi au début pour cheminer jusqu'à là maintenant. Ouais, ça fait partie du chemin. C'est... Ça fait partie du chemin. Et donc j'ai cherché, j'ai essayé d'aider, de soigner, de comprendre comment je peux lui apporter mon aide. Donc moi, heureusement pour moi, c'est vrai que ma fille, elle se porte super bien en dehors de l'épilepsie. Elle est en forme, elle tombe jamais malade depuis toute petite, elle a une immunité au top parce que voilà, elle a ses jus de fruits le matin pressés à froid dans l'extracteur voilà que j'achète enfin que j'ai toujours eu dès les débuts avec des fruits, légumes. Voilà, elle a toujours eu une alimentation très riche en fruits, légumes, fibres. D'ailleurs, elle est végétarienne de toute façon de nature, sans le vouloir. Elle aime pas la viande, elle mange pas ça, même si nous on mange de tout. Elle est voilà, c'est sa nature. Et donc, j'ai commencé vraiment essayer de comprendre comment je peux contribuer. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Peut-être que j'ai la solution. Donc, je me suis reconvertie, j'ai repris les études à distance, donc en BTS diététique. J'étais à fond dedans. C'était vraiment des heures et des heures de travail acharné. J'en suis devenue un peu malade, un peu, parce que j'étais complètement... après, tu sais, quand tu fais des études, surtout en biologie, tu sais, en parasitologie et tout, tu deviens un petit peu psychopathe sur, sur hygiène et autres. Les œufs, on se lave les mains avant et après. Tu vois, tu deviens complètement folle avec. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Je suis devenue tellement rigide, mais trop dans le contrôle. Et comme tu as dit tout à l'heure, vraiment, ça fait partie du chemin. Donc, bah, c'est venu à moi comme ça, donc la reconversion. Après, il y avait de la phytothérapie aussi, donc je me suis formée un peu à tout ce qui était aussi naturel. Donc, le tilleul, j'ai tout essayé parce que vraiment, c'est les plantes que je voulais
qu'elle consomme vraiment pour calmer ses nerfs, calmer son activité cérébrale et essayer d'aider. Parce que moi, c'était hors de question aussi pour moi de m'appuyer que sur ça. L'idée, c'était d'avoir un soutien avec le corps médical où on est souvent perdu, parce que je pense que les mamans qui écouteront ou les personnes qui écouteront ce podcast et qui ont ces problématiques-là, on est trop perdu au fait dans le corps médical entre les réponses, les non-réponses, les non-explications. Bah, voilà, c'est un monde à part, mais bon, on a fait quand même ce chemin-là. Et après, bah, c'était parti. C'était parti dans la nutrition et voilà, c'était mon truc à moi et j'ai commencé là où on était à faire des ateliers nutrition, diététique. Donc j'étais vraiment dans la diététique classique, on va dire au début. Et j'ai vu bon que je pouvais pas non plus soigner. Donc, j'apportais du mieux que je pouvais la santé, le bien-être dans la famille, mais voilà, l'épilepsie était toujours là et elle est toujours là et c'est devenu voilà une partie prenante dans ma vie et puis c'est devenu mon métier et que j'adore maintenant parce qu'au fait j'ai compris dans tout ce processus-là, ce que j'ai compris qui était essentiel, c'est que je suis pas là pour soigner. Mm. Je suis plutôt là pour guider, pour accompagner, pour illuminer, pour vraiment avoir cette, comment dire, enveloppée, peut-être, j'ai envie de dire. Mais voilà, sans vouloir soigner réel. Enfin, j'aimerais bien. C'est pas que si on me dit demain, il y a telle alimentation à avoir et on soigne tout, c'est OK. Mais voilà, j'ai compris. Et à partir de là, je me suis développée différemment aussi dans mon métier enfin, de nutrition où j'ai pris différemment les choses. Je suis vraiment plus dans la diététique rigide, classique, un peu restrictif. Je suis plus du tout dans ça. Je suis plutôt dans l'holistique. Donc, je prends vraiment l'être en sa globalité, dans tout son vécu. Il est unique. Chaque personne est unique. Et donc, je prends vraiment la personne avec tous ses bagages, avec ses émotions, avec tous ses idées reçues. Toutes ces idées reçues sont vécues et c'est ça qui est formidable aujourd'hui. Et alors, je vais creuser, mais ton côté sorcière, est-ce qu'il se révèle dans ce métier-là, tu vois, dans le fait d'avoir eu ce point de bascule, ce changement de métier, sortir de la rigidité et comprendre la vision holistique, hein, on travaille toujours moi, ça fait 10 ans que je dis toujours, mais je travaille main dans la main, en fait, avec les médecins. Je Oui, vais pas inventer une fécondation in vitro. Il y a un moment donné, enfin, chacun son oui. métier et en même temps, bah, on peut favoriser l'implantation d'un embryon. Donc voilà. Donc il y a un moment donné, j'ai envie de dire, ok, mais dans ce chemin-là, il y a la sorcière de l'Orient. Comment elle s'est manifestée, hein, cette sorcière de l'Orient, dans son métier, dans sa vie? C'est quoi le point de bascule à ce moment-là? Alors, je pense que le point de bascule, ça a été à un moment donné. Alors, j'ai toujours pris soin de mon corps. Et là, d'ailleurs, de toute façon, mon mouvement dans mon métier, c'est le corps sacré. Donc, je lutte aujourd'hui. Voilà, j'essaye vraiment de. Mon message est celui-là. Prends soin de ton corps. C'est ton temple sacré. C'est ton vaisseau dans ce monde et c'est la base. On prend soin de ce corps et on est dans la gratitude de ce corps pour avoir plus, pour cheminer, pour manifester ses désirs, j'ai même envie de dire, parce que c'est vraiment, ça vient de là. C'est notre point de départ. Et au fait, le point de bascule, je pense qu'il a été quand j'ai lâché tout ce qui était trop strict et j'ai commencé plutôt à accompagner. Et c'est là où il y a eu d'énormes transformations chez les personnes que j'accompagne, principalement les femmes. Et j'ai senti qu'il y avait un pouvoir magique. Voilà, j'ai commencé à sentir mon pouvoir magique et je l'ai expérimenté aussi sur moi. Donc la deuxième histoire, un petit peu aussi de sorcière, peut-être, ça va être pour ma deuxième fille, je pense mon miracle. Et c'est là où vient peut-être ce pouvoir de sorcière. C'est que donc moi on me disait c'est pas possible au fait c'était vu tout le stress que j'avais vécu avec ma grande et puis
j'avais pas envie forcément de revivre les mêmes sensations, les mêmes sentiments pour avoir un deuxième. Donc j'ai mis beaucoup de temps déjà à me décider, à me dire, OK, on fait un deuxième. Et au fait, le jour où j'ai décidé, où on a décidé en couple d'y aller et puis de se consacrer à ça, sachant que moi, j'avais arrêté les hormones, ça faisait un moment, dès que j'étais un peu dans ce domaine, un peu alimentation, nutrition, santé, bien-être, par le brut, par le vrai, j'ai arrêté, je me rappelle, j'avais 6 mois, 6 mois de pilules que j'ai jetées à la poubelle. Mon mari, il rentre, il me dit, ça va? Je lui dis, oui, oui, je vais très bien. Je veux plus de ça, c'est fini. Et en fait, je comptais, tu sais, je faisais la méthode. Comment on appelle la méthode d'ailleurs, ça, t'as vu? Thermique? Non, je faisais, tu sais, je comptais les jours au fait Ouais. pour connaître mon ovulation. Donc moi, c'était voilà, c'était très réglé dans ma tête. Puis j'essayais de. Mais sauf que non, au fait, j'avais pas besoin de compter parce que le jour où j'ai voulu, on m'a dit que c'était pas possible. C'est-à-dire, on a voulu avoir notre deuxième enfant et c'était no way, c'était pas possible. Donc Physiquement, tu tous veux les dire, c'est un tests médecin qui physiquement. t'a dit? Oui, 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 physiquement. En fait, déjà nous, on a commencé à essayer et ça venait pas. Alors j'étais dans le cycle, dans les bonnes dates et tout ça, et puis ça marchait pas. Et à un moment donné, je me suis posé la question, allez, on va faire des tests, on va voir et tout ça. Donc dès que j'ai fait les premiers tests, c'était des examens approfondis. Et là, bah, un gynécologue dans la ville ocre de Marrakech, il me dit, c'était le meilleur hein, en fertilité. Je vais le voir sous les conseils d'un ami à mon mari. Et en fait, il me dit, mais Farah, je suis désolée de te l'apprendre, mais c'est pas possible. Non, mais moi, c'était le choc. Mais non, mais je suis fertile, moi, de quoi tu parles? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Non, tu veux dire que il faut faire, enfin, je sais pas moi, il faut être dans les bonnes dates, c'est ça? Non, il me dit non, non, au fait, il me l'a dit comme ça, il a été vraiment cru et vraiment mauvais. Il m'a dit, bah, t'as un panier d'œufs pourris. Il me dit, il n'y a rien, enfin, ça peut pas fonctionner. Il me dit, t'as 0,00001% de chance pour avoir un enfant à nouveau. Donc, il m'a dit, il y a trois, il y a deux choses. Il me dit, il y a trois choses. Il me dit, il y a l'alimentation, il y a l'environnement. Il me dit, et il y a un facteur très important que toi, finalement, voilà, il t'a, comment il a dit? Bon, bref. C'est-à-dire, il a eu le dernier facteur, il a eu tout, voilà, l'effet, un effet destructeur. Voilà, on va dire sur mon corps et sur cette partie-là, c'est le stress. Il Mm. m'a dit, voilà, ça fait des années que tu vis avec le stress avec ta grande et c'est tout à fait normal. Parce qu'au fait, c'était plus un psy que c'était un gynécologue obstétricien spécialisé en fertilité. Mais en plus, il faisait beaucoup de séances comme ça où on parlait beaucoup. Et c'est là où il était, même s'il était cash, mais il était hyper intéressant quand même comme professionnel de la santé. Et moi, j'ai adoré partager ce moment, même s'il a été trop dur, trop rude. Mais je pense qu'il fallait que je l'entende aussi. C'est quelque chose qui m'a énormément touchée, ça m'a blessée. Je pense que je suis restée des jours et des jours à visualiser ce panier, à le visualiser pourri avec des œufs pourris. Et il m'a dit, au fait, tout, il me dit, t'imagines, voilà, je te donne l'image, il me dit, pour que tu comprennes. Il me dit, il n'y en a aucun qui est bon dedans, aucun. Je lui dis, mais tu peux pas me dire ça, dis-moi au moins un. Il me dit, non, il n'y en a pas, il n'y en a aucun. Et, euh, et là, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, comme tu disais, c'était là le moment de bascule, parce qu'il m'a dit, tout va bien enfin, tout va bien dans ta vie, c'est-à-dire tu fais tout bien, tu fais beaucoup de sport, parce que moi, je suis vraiment très, depuis maintenant peut-être 14 ans, je fais beaucoup de sport, c'est-à-dire tous les jours, moi, c'est ma séance de sport, beaucoup de renfo, beaucoup. Donc, j'avais pas finalement les problématiques qu'on peut rencontrer chez des femmes sédentaires ou qui font pas d'activité physique, qui mangent pas bien. Moi, je mangeais bien, je prenais soin de moi, j'étais vraiment très connectée à moi. Et là, pour moi, c'était le choc. Je pense que je l'ai jamais accepté. Et on a un côté, tu sais, un petit peu en Algérie, très fier. Moi, je suis sortie du cabinet, j'étais là, mais moi, il me dit, je peux pas. Mais il est sérieux. Mais moi, il me dit, je peux pas, mais je l'ai déjà fait. Pourquoi je peux pas? Et au fait, je suis passée par beaucoup de
beaucoup d'étapes, hein. Il y avait l'étape de la colère contre mon corps, la colère contre moi, pourquoi j'ai stressé, un peu de la culpabilité aussi, beaucoup de culpabilité sur le stress que j'ai eu avec la grande, comment j'ai pu en arriver là. Il y a eu plein de moments. Et un jour, il me dit, dès que tu es prête, on peut faire une induction hormonale. Et donc, on fait cette induction hormonale. Sauf que je te dis pas, moi, chochotte comme je suis. Première injection, je m'évanouis. La deuxième, je m'évanouis. Mais c'était une horreur. En fait, c'était une horreur. C'est Je suis dur. devenue folle. J'ai fait des crises d'angoisse comme pas possible. Je n'ai pas suivi exactement ce qu'il m'a dit de faire. Je n'ai pas pu. Et le jour où je suis allée le voir j'étais censée avoir passé toutes les étapes qu'il m'avait données parce qu'il m'a dit c'est moi qui vais créer ton bébé. Enfin, il m'avait dit ça. Ben, il est pas du tout il est pas modeste. Il m'a dit c'est moi qui vais tout faire. Il me dit donc toi tu me suis à la lettre. Donc c'était les appels et tout ça, voilà, tout ce que tu fais. Et le jour où je suis arrivée le voir, il m'a dit qu'est-ce que tu as fait? Il me dit t'as pas pris ça et ça et ça tel jour. Je lui dis oui. Il me dit ben voilà, je le vois. Il me dit on a manqué ça de peu. Il me dit donc on va devoir refaire. Je lui dis ben non, on refait rien du tout. Et je suis partie de là. Il m'a dit, OK, il me dit, quand tu seras prête à nouveau, ben, reviens me voir. Je lui dis, je serai jamais prête. Je t'adore, j'apprécie nos partages, mais là, c'est mort, je vais pas le faire. Je ne veux plus. Parce qu'au fait, j'ai eu des crises d'angoisse durant ces 7 jours, tu sais, d'induction. Je me sentais étouffée. J'avais fait vraiment 2 grosses crises d'angoisse, même dans la voiture avec ma fille, quoi. Je commençais à me verser de l'eau. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais, je pense, à raconter. J'étais sur l'autoroute entre Marrakech et Essaouira, parce que je vivais à Essaouira à l'époque, et c'était 2 heures de route, et c'était le soir. Je rentrais d'un rendez-vous avec lui, parce que j'y allais tout le temps. Et comme les hormones étaient déjà en pleine ébullition dans mon corps, et c'était vraiment en cours, je le sentais, parce que je me sentais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Et là, j'ai eu une crise d'angoisse. Je me rappelle, je me versais de l'eau comme ça. Sur moi, tu sais, en conduisant, je me disais, ma fille, et voilà, ma fille est là, il va falloir y aller, il va falloir tenir le coup. Il reste 1 heure, tu vois. Et heureusement que j'avais une bonne voiture, ok, mais l'autoroute a été dangereuse. Enfin, dans cette partie-là, le soir, voilà, il y a pas de lumière, il n'y a rien. Et donc, je pense que j'ai eu la peur de ma vie ce jour-là. Et donc c'était hors de question que je reprenne des traitements hormonaux. C'était pas possible. Et à partir de ce moment-là, comme je t'ai dit, je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi moi j'y arrive pas? Et là, je commence à faire des recherches. J'ai ma sœur qui me parle beaucoup d'épigénétique, elle qui est dans les neurosciences, dans la génétique un peu, qui est vraiment passionnée par ça. Elle est un peu HPI et elle a toujours été passionnée par le cerveau, les neurosciences et tout le reste. Moi, pas forcément plus que ça. Et elle commence à me parler de cette méthode de l'épigénétique, tu sais, où voilà, on arrive à se connecter à ces cellules et on arrive à transformer par la pensée ces cellules. Et là, je me dis, tiens, ça m'intéresse. Parce que moi, quand ça m'intéresse pas, enfin, je l'écoute sans l'écouter. Et là, je commence à poser des questions, à y aller, tu vois, all-in. Je voulais vraiment savoir comprendre. Est-ce que ça peut... Et puis, c'était toujours dans l'intérêt de voir comment je peux l'utiliser. Comment je peux utiliser ce qu'elle me raconte. Et là, à partir de ses explications, parce qu'elle explique, elle est très, très pédagogue, elle explique hyper bien. À partir de ces explications-là, je me suis créé une forme de visualisation, une forme de méditation, d'état un peu méditatif, avec une visualisation de mon corps intérieur. Alors attends, Et en fait, Farah, est-ce que tu oui, méditais déjà ou pas, ou c'est genre d'un coup, tu non, dis, pas du tout, pas du tout, pas du méditais tout, pas et pas tu du dis, tout. bon, allez, j'essaye un truc. Oui. Et Pas non. du tout, pas du tout. Tu sais, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Moi, j'étais pas du tout. Alors, méditation et tout ça, je comprenais pas. Tu vois, c'était vraiment pas mon truc. J'étais tellement, moi, dans le contrôle, le vouloir tout faire. Je contrôle tout, ma vie, il y a rien, je lâche rien. Et là, je me dis, OK, il y a peut-être quelque chose à tenter. Je tente. De toute façon, j'ai rien à perdre. Je tente. Et là, je mets un protocole en place de méditation avant le sommeil et enfin, avant de me coucher et dès que je me couche. Et j'ai mon rituel là des 30 minutes où je visualise. Et ce qui m'a aidé beaucoup dans cette visualisation,
Tu sais, les miracles du corps humain, tu sais, les dessins animés, je sais pas si c'était ça. C'était ça le titre, je me rappelle Ah, plus. il était une fois la vie avec. Ouais, était une fois la vie. Alors, je ne sais pas pourquoi, je l'ai toujours imaginé comme ça. Donc, c'était petit, tu vois, et dans la joie, tu vois, c'est Je les vois très petites bien, saisons. moi j'ai fait mes études de naturo en regardant tous les épisodes de Il était une fois la vie C'est parce que vrai, ça me mettait en mouvement, il y avait une image, j'avais besoin. c'était Enfin, trop. ouais. On vous Mais mettra en c'est trop. commentaire si vous connaissez pas, c'est à regarder pour comprendre le corps humain. Mais donc du coup, Ah, c'était avec cette visualisation des bonhommes oui, à l'intérieur de oui. toi. En fait, j'ai cherché comment je vais pouvoir regarder, comme j'étais pas du tout dans la méditation et dans, enfin, tu sais, dans cette, je connaissais pas mon intérieur, tu vois, j'avais pas d'idée. Et donc là, je me suis dit, ok, ça c'est une bonne image, je vais utiliser ça. Puis j'utilisais ça tout le temps, tout le temps. Donc là, c'est devenu vraiment mon armée, on va dire. Donc je les utilisais un peu mon armée, mes bâtisseurs, tu vois. Et donc, ils y allaient, tu vois, tac, 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 ils y allaient. Puis j'ai essayé de me concentrer pour envoyer tout le monde dans la même direction, tu vois, avec vraiment la même intention. Ils y allaient tous à fond pour travailler sur cette zone sinistrée, j'ai envie de dire. Et Hmm. tu vois, je les imaginais comme ça. Et je travaillais, je faisais des respirations. Ma sœur m'avait expliqué aussi qu'il était vraiment dans tout ce qui était holistique déjà depuis tellement longtemps. Et elle me disait, voilà, voilà, utilise des respirations, fais comme ça, fais comme ça. Et je me suis construite cette bulle. Et je l'ai fait, et en fait, c'est tellement devenu une routine que je le faisais tout le temps. Tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans s'arrêter. Et c'est devenu finalement une seconde nature. Je n'ai même plus réalisé et je ne voulais même plus finalement. L'idée, c'était d'aller construire sans vouloir avoir d'enfant. C'était vraiment juste pour construire, tu sais. C'est le fait de ne pas avoir accepté finalement. Comment on va me dire ça? Mais c'est pas... Pourquoi on me dit ça? Mais j'ai déjà eu un enfant, c'est pas possible. Mon corps ne peut pas du jour au lendemain devenir complètement inadapté à ce. Non, c'est pas possible. Et au fait, je bâtissais, comme je dis, j'ai bâti, j'ai construit, j'ai colmaté, j'ai soigné par cette pensée juste pour soigner. J'ai lâché, et tu sais, sans le vouloir, j'ai lâché les attentes. C'était sans le vouloir, sans comprendre que c'était de la manifestation aussi que je faisais. J'étais pas du tout encore, je te dis, dans cette dynamique-là. Mais moi, pour moi, j'ai lâché les attentes. Je ne voulais même plus. J'ai dit, je me rappelle très bien que j'avais dit à ma sœur, à mon mari, tout ça, c'est OK. Vraiment, je suis très bien avec ça maintenant. J'ai accepté, OK. J'ai accepté le fait de ne plus en avoir. Je fais avec, j'accepte. Je suis tellement en gratitude d'avoir vécu la maternité. C'est OK pour moi. Il y a tellement de gens. Et puis, je disais, on parlait souvent avec mon mari d'adoption. On se disait, OK, on va voir dans les prochaines années peut-être, mais il faut étudier un petit peu la question de plus en profondeur. Et puis un jour, je pense que c'était peut-être même presque une année après avoir fait l'induction hormonale, je m'étais trouvé une nouvelle passion, c'était la boxe. C'était cette période-là où j'étais vraiment à fond dedans. Ça faisait peut-être 2 mois que je faisais ça, je pratiquais ça et je reviens d'une séance mais hyper intense avec un coach sportif et je rentre à la maison et je me rends compte, mon mari était passé juste pour un café, pour parler, discuter un peu et on se voit et il me dit, on parle et tout ça. Après, je lui dis, mais tu sais, j'ai un souci là. Je lui dis, mais je pense que j'ai 3 semaines de retard. Il me dit, de retard de quoi? Je lui dis, de règles. Il me dit, ok. Il me dit, ouais, mais c'est bon, c'est peut-être t'es stressé, tout ça. Je sais pas. Je lui dis, écoute, je sais pas. Tu sais ce que je vais faire? J'ai un test qui date de l'époque où on avait envie, voilà, on était dans cette démarche. Je vais aller le faire juste pour me donner bonne conscience et puis surtout aller voir un médecin, quoi, voir ce qui va pas, pourquoi j'ai pas mes règles. Parce que pour moi, c'était tout. Enfin, ça pouvait être un indicateur d'autre chose qui m'inquiétait, impossible que ce soit un enfant. C'est pas possible. Enfin, pour moi, c'était. Et là, je me rappelle, j'ai hurlé. J'ai hurlé, au fait, je l'ai pris. Lui, il était dans le salon. Moi, j'ai pris, j'ai fait mon test, je l'ai posé. Je ne m'étais pas encore douche. Enfin, je n'avais même pas pris la douche. J'étais encore en tenue de sport, je me rappelle bien. Et je suis encore dans l'intensité du sport. Je suis toute rouge encore, tu vois.
et je pose le test et je vais faire des trucs et tout ça. Et là, je reviens à un moment donné dans la salle de bain et je vois deux traits rouges, tu vois, rose, rose comme ça. Et là, je dis, ah, donc c'est faux. En fait, tout de suite, je dis, ah, c'est faux. Et après, je prends le paquet et je lis les consignes dessus. Et là, je hurle. Je dis non, mais c'est pas vrai. Enfin, et il vient me voir, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, ben regarde le test, je viens de faire un test. Il me dit, pourquoi tu as fait un test? Je lui dis, ben, parce que je t'ai dit que j'avais du retard, là je fais le test. Je lui dis, mais c'est pas possible, je pense qu'il y a une erreur. Je lui dis, c'est soit eux, ils se sont trompés dans l'indication, ça doit être je sais pas pourquoi, tu vois. Pour moi, c'était tout moi, sauf la grossesse, quoi. C'était tout sauf la grossesse. Je pense que mon esprit n'arrivait pas à comprendre ça. J'ai eu du mal. Pour te dire, j'ai tellement eu du mal, j'ai fait 4 tests et une prise de sang le lendemain. J'adore parce que, en fait, moi, il y a tellement de miroirs dans nos deux histoires, ma chère Farah, que ça me parle fois mille et que je l'ai fait, moi aussi, de faire plein de tests pour être sûre qu'ils ne se trompaient pas. Ou, tu vois, j'ai vu des patientes le faire aussi. Donc, voilà, je pense qu'en fait, il y a un vrai marché pour les tests de grossesse. C'est ça. Ouais, J'en ai fait 4. Tu sais, j'avais ma copine qui était pharmacienne à l'époque là-bas, et je lui dis, elle me dit, waouh, tu en prends 3. Je lui dis, oui, oui, j'en ai fait un, mais là, elle me dit, mais arrête de t'inquiéter si tu l'es. Je dis, mais non, c'est pas possible. Elle me dit, oui, mais c'est fiable à 99%, donc je sais pas pourquoi tu t'obstines. Je lui dis, écoute, je vais faire, et je suis pas sûre, je vais aller faire une prise de sang. Donc le lendemain matin, effectivement, j'ai fait la prise de sang. Mais à aucun moment, j'étais tellement surprise, mais tellement. Quand c'est redescendu, j'étais prise, tu sais, d'une émotion tellement étrange où je me disais, waouh, c'est comme si, tu sais, la pression est retombée. Enfin, c'était pas une pression, j'avais pas de pression, mais il y a quelque chose, c'est comme si je suis montée puis je suis redescendue et là, j'étais là, waouh, j'ai fait. mais c'est impressionnant, Farah, par le pouvoir de la visualisation pendant presque un an, et puis cette détermination aussi, hein, de dire, bah, moi, j'accepte pas, en fait. Et de dire, bon, bah, pendant un an, je visualise ce champ de construction, je prends soin de mon utérus, je transforme ce panier d'œufs pourris en œufs dorés, et la preuve est là, c'est qu'aujourd'hui, tu as 2 filles. Oui, Tu vois, oui, et tout c'est à fait. tellement inspirant en fait, pour moi, c'est une preuve incroyable que ton corps a un pouvoir, mais bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, en fait. Donc, C'est ça. j'ai envie de te demander, Farah, tu vois, par l'exemple de tes 2 filles qui font clairement partie de ton histoire, de l'histoire de tes lignées, je me connecte à cette sorcière de l'Orient et tu as commencé avec cette grand-mère, tu vois, de dire, OK, aujourd'hui, ça serait quoi, c'est pour conclure ton message clé que tu as envie de nommer à tous ceux qui nous écoutent? Alors, le message clé fait partie du mouvement aujourd'hui que je porte en moi et qui fait toute ma révolution un peu. C'est le corps sacré. Ton corps est sacré. Si tu en prends soin et tu utilises les bons outils, il te le rend, mais au fait, il te donnera tout. C'est ton point de départ. C'est ton point d'expansion, c'est ton point de départ. Tout vient par cette prise de conscience, ce bien-être que tu mets dans ton corps et ce soin du corps. Donc, ouais, pour moi, le corps est sacré et chaque femme devrait en prendre soin. Comme je dis, au fait, c'est comme, parce que je vois souvent des femmes le faire pour leurs enfants, pardon, pour leur mari, mais pas pour elles. Et donc, je leur dis, bah, ton corps, considère-le comme ton troisième enfant ou ton deuxième enfant ou ton quatrième et prends-en soin, mais à fond, fais des câlins, fais des bisous, fais tout ce qu'il faut pour l'honorer et pour vraiment le sacraliser. Et justement, tu vois, ces hommes, ces femmes qui écoutent et qui disent, ouais, non, mais moi, mon corps, il m'a abandonné, mon corps, il m'a trahi, j'ai plus confiance en lui. Tu sais, on passe par cette Ouais. épreuve-là, finalement, de dire, bah, pourquoi moi et pas les autres, et pourquoi ça fonctionne pas chez moi. Tu sais, ça serait quoi le message, tu sais, ce point de bascule que tu aurais envie d'insuffler justement à ces personnes-là, de dire, bah, en fait, évidemment qu'il n'y a que vous qui pouvez décider que c'est une bascule. Il y a des moments phares qui se deviennent des bascules, comme tu nous l'as raconté dans ton histoire. Mais qu'est-ce que tu leur dirais à ceux qui sont comme,
Bah, je sais pas, en fait. Tu vois, si moi, j'ai vraiment envie de lui faire confiance à nouveau à ce corps. Alors, justement, au fait, ton corps ne t'a jamais trahi. C'est toi qui le fais. C'est toi qui l'as fait en arrêtant de croire en lui. Il a toujours été là parce que tu es encore en vie. Sinon, tu le serais pas. Eh ben, tu vois, je vois tu sais, ce châle, ce câlin, juste de dire ça, là, de dire, il t'a pas trahi, en fait. Il t'a pas trahi. Jamais, jamais. Mais merci, Farah, d'être venue Ben, au micro de Entre Sorcières. On démarre super fort cette saison 5, n'est-ce pas? On va se le dire. Donc, merci pour ce parcours de vie, cette détermination que tu insuffles en fait à travers des épreuves aussi grandes que tu as vécues et de dire, mais en fait, on peut se reconvertir, on peut être sorcière et en plus de ça, ton corps, il t'a pas trahi. Il y a quelques pépites là. pas du, En pas tout du cas, tout, venez pas nous du dire tout. en commentaire qu'est-ce que vous retenez de cet épisode-là. Évidemment, je mettrai tes coordonnées, Farah, en dessous de cet épisode et on se retrouve à très bientôt pour la suite. Merci beaucoup. Merci, Laurence.